Comment vas-tu? Fatigué avec les chaleurs, fatigué avec tout ce qui se passe à l'international. Je suis juste épuisé, mais comme d'habitude, donc mais tout va bien. Déjà merci encore, de m'avoir réinvité encore sur ta chaîne. Ça me fait super plaisir. Je vois pas mal de noms que je reconnais maintenant, petit à petit dans le chat. Donc voilà, merci encore pour cette énième invitation, ici, c'est super cool. Merci beaucoup. Et dans le chat, n'hésitez pas d'ailleurs à aller follow Yann qui fait un énorme boulot de qualité et qui reçoit des personnalités très intéressantes pour ses interviews le soir sur le sujet de la géopolitique. Notamment des personnes très haut gradées ou même des présidents de pays, ça arrive. Ça m'est arrivé une fois, c'est mon petit trophée. C'est la présidente géorgienne, qui est maintenant, n'est plus présidente parce qu'elle a été expulsée par les pro-russes. Voilà, là pour l'été, il y a pas d'interview et on reprend à partir de septembre. Et alors, j'imagine que j'ai été la cause d'un sommeil très léger de ton côté cette nuit. Non, Non, ça va. ça va, ça va, j'ai mis le réveil à 7 heures pour vérifier toutes les informations avant. Bon, au final, il s'est pas passé grand-chose. Est-ce que tu peux un peu nous raconter déjà, avant de parler du sommet en lui-même et de ce qui s'est passé durant le sommet, est-ce que tu peux nous dire voilà, quelles étaient les inquiétudes, les attentes, pourquoi ce sommet Trump-Poutine en Alaska, en Corée hier soir? Alors bon, on va résumer très brutalement la chose au plus court. En gros, c'était vraiment la rencontre que tout le monde attendait, enfin, avec certains avec anxiété, d'autres en disant: «Ça va être cool, il va y avoir un cessez-le-feu et tout le tintouin». 1er déplacement de Vladimir Poutine en Russie depuis plus de 10 ans, en Alaska et plus précisément en Corrège. Ce qui est symbolique parce que l'Alaska, jusque dans les années 1800, je sais plus combien là, c'était un territoire russe que les Russes ont vendu aux Américains. Bon, pas de bol, après les Américains découvrent du pétrole, mauvais deal. Donc voilà. Trump, tout le monde attendait la chose parce qu'il disait: «On va arracher un cessez-le-feu, ça va être un super deal» et cetera et cetera. Puis après, il commençait un petit peu à rétropédaler en disant: «Ça va être une première rencontre importante avant de réunir, Zelensky et Poutine pour négocier un cessez-le-feu». Donc en fait, on ne savait pas du tout ce qui allait pouvoir arriver parce qu'avec Donald Trump, tout est possible en fait, tout est Oui. possible. Et on va le voir, il y a à la fois peu de choses et à la fois beaucoup de choses. C'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, donc, ça a eu lieu hier soir à 21h30. Au À peu début, près, ouais. ça tablait sur 6 heures, 7 heures de conférence annoncée. Bon, ça a duré combien Mmh. de temps au final? Ça a duré quelques heures, hein, ça s'est 3 heures, fini, je crois, à grand peine. max, un truc dans le genre, 3 heures 30, c'était très, ça a été assez folklore, dans tous les sens du terme. Au sens où, il y avait une image. Alors oui, on est d'accord, c'est les protocoles diplomatiques, mais voir des GI américains mettre le tapis rouge devant l'avion de Vladimir Poutine, il y a un côté symbolique quand même où on se dit: «Ouh, c'est particulier». Et Donald Trump, quand il descend quasiment en même temps que Vladimir Poutine de l'avion, qui lui fait des grands saluts, et Il qui aurait pu être, applaudit. on va dire, voilà, qui l'applaudit, qui fait des grands saluts. Alors certains diront: «Oui, c'est de la diplomatie», mais la diplomatie des fois peut se faire de manière plus formelle, heu, avec, des invités que l'on reçoit. Là, clairement, c'était assez bien, affiché, on va dire dès le début, une forme d'entente ou de cordialité, ce qui n'était pas le cas avec la première rencontre de Zelensky. C'est là aussi où on voit la différence. Ouais. Zelensky, première rencontre avec Trump, c'est l'humiliation et le lynchage public. Vladimir Poutine, première rencontre, c'est tapis rouge, accolade, grand discours, et cetera. Bah, alors, grand sourire aussi, surtout. Grand Oui. discours et grand sourire. Et de ce que j'ai vu, et c'est pas quelque chose qui est commun, euh, après être arrivé donc sur le tarmac et s'être salué, serré la paluche, etc., ils sont montés dans la même voiture. Oui, ils sont montés dans la même voiture. Il y avait un petit truc au début qui pouvait amener à penser qu'on allait quand même rentrer dans un rapport de force assez costaud entre les 2 présidents. C'est qu'au moment où ils sont en train d'avancer vers, le petit podium où il y a écrit Alaska 2025, il y a, 4 avions de combat, je crois que c'est des Qui ont F-22 qui survolent survolé, ouais. avec un bombardier B2 qui survole le truc et en fait une démonstration de force. Les bombardiers B2, c'est ceux qui ont bombardé l'Iran. Donc on se dit: «OK, le ton est annoncé, on va montrer les muscles, on va être dans le rapport de force» et pas vraiment.
D'accord, ouais. Et oui, diplomatiquement, enfin, Trump prend jamais la même voiture que son invité, généralement. Alors ça, j'avoue, j'ai pas Il me vérifié semble, les trucs, mais oui, c'est ça montre parce que ça fait de la ça montre discussion une certaine informelle. proximité. Enfin, on dit il n'y a pas eu de discussion en tête à tête. On sait que dans ce genre de voiture, ce qui se passe derrière est coupé de ce qui se passe devant. Ils se sont Oui. retrouvés potentiellement pendant 10 minutes en tête à tête, isolés de toute autre personne, quoi. C'est ça, exactement. Donc là, ça permet de discuter, on va dire: «OK, c'est de la diplomatie de couloir, rien de ça peut surprendre, pas surprendre, mais c'est pas, non plus, waouh, quoi». Enfin, à titre personnel, je suis pas là incroyable. Ouais, non, mais je me permets de le souligner parce que, Oui, au final, pendant les 3 heures de conférence, ils étaient chacun avec leur ministre ou leur conseiller. oui. Et là, c'était le moment où ils étaient en tête à tête, en physique, pas au téléphone, en physique, et où Mmh. potentiellement il y a certains trucs qui ont pu être dits, quoi. C'est ça, parce qu'après la première rencontre qui a eu lieu, c'était vraiment alors oui, porte close, c'est normal, c'est la diplomatie, ça fonctionne comme ça, avec les conseillers russes, les conseillers américains, président Poutine, président Trump, où ça discute. Donc il y a pas un tête-à-tête, il y a toute une équipe autour. Donc heu, donc voilà. Oui, parce qu'il y avait Lavrov et Rubio, j'ai vu. Oui, Il y a Lavrov côté russe, Rubio côté américain, qui sont tous les deux les mmh, secrétaires d'État des Affaires étrangères ou ministres des Affaires étrangères, respectifs de l'un et de l'autre. Il y avait un c'est ça, conseiller d'État, un conseiller diplomatique chacun, et je crois qu'il y avait une oui. troisième personne chacun aussi, mais je ne saurais pas dire qui c'était. Je sais plus Mais exactement, il y avait ils étaient, Witkoff, il y avait ouais, Witkoff d'un côté. Witkoff qui était l'envoyé spécial en Russie, de la Maison Blanche et il devait y avoir à peu près son jumeau côté russe. Ah, Ce qui c'était un est échange à intéressant 8. Voilà, voilà, c'était un c'est un échange à échange, 8. ils étaient à peu près Les 8. deux présidents et trois conseillers ou ministres chacun. C'est ça. Ce qui est intéressant à la fois pour Lavrov et Rubio, Lavrov quand il est arrivé, lui, il est arrivé un peu en avance. Alors certains diront c'est une petite blague, un petit trait d'humour. Il Nécessaire. était avec un petit t-shirt, CCCP, donc l'URSS. Donc autant ça peut faire sourire certains, autant des pays comme la Pologne, les pays baltes, les Ukrainiens, les Géorgiens, ça les fait moyennement rire ce genre de t-shirt. C'est comme si nous, en France, on avait le chancelier allemand qui venait avec une tenue allemande des années 30. Ça nous ferait pas rire. Non, non. Donc voilà. Ouais, Et bah, c'est clair. Bah, c'est surtout que venir avec un t-shirt URSS alors qu'on est en pleine période où on accuse la Russie de vouloir reconstituer l'URSS, bon, il y a un signe, quoi. De voilà, provocation. c'est une provocation. Ce qu'on pouvait espérer côté américain, du point de vue des Européens, c'est que Rubio soit bien agressif sur les choses, parce que Rubio, Marc Rubio, avant de retourner sa veste avec Donald Trump, il avait un discours très, «Faut casser la figure russe, il faut soutenir l'Ukraine» et cetera. Depuis que l'administration de Trump s'est formée, il a retourné sa veste, mais c'est pas quelqu'un qui, va tacler à la gorge les Ukrainiens. En tout cas, s'il le fait, c'est que bon, ben voilà, c'est son job et ordre a été donné, mais de lui-même, c'est pas sa dynamique. D'accord. Parce que là, donc, il y a eu une conférence de presse, je crois, de 10-15 minutes à l'issue de cette conférence. Oui. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, première chose, et ça c'est assez intéressant, c'est les journalistes de Fox News qui ont été assez choqués de la chose, et Fox News pourtant c'est un peu les copains de Oui. Trump, qui ont dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? La réunion s'est terminée, Donald Trump et Vladimir Poutine arrivent devant la presse, et le premier qui répond à la presse, c'est Vladimir Poutine et pas Donald Trump. Alors que les protocoles font que tu es invité chez quelqu'un, c'est le président Oui. du dit pays qui va répondre en premier aux questions. Et donc là, ça a été un peu un c'est quoi ce move en fait? C'est surprenant, on est sur le sol américain, normalement c'est au président de parler en premier. Donc en fait, des petits signes comme ça, il y a pas de grandes déclarations, c'est toujours des petits signes Alors qu'on fais peut gaffe, voir. ton micro, on l'entend, est très assuré ou peut-être un peu loin. On comprenait pas bien ce que tu disais là. Pardon, est-ce que c'est mieux là? Ah oui, beaucoup mieux. OK, bon bah je vais tenir mon micro, Vas-y. Après, c'était peut-être une petite perturbation peut-être, sur le réseau, mais peut-être. on n'a pas trop entendu ce que tu as dit du coup. D'accord, bon n'hésite pas à me le redire. Je disais en fait, en gros, ce qu'on va voir un petit peu là pendant à peu près, le temps que je suis présent ici, c'est il y a pas eu de grandes déclarations, mais il y a plein de petits gestes, de petits symboles qui ont été présents et qui donnent de quoi commenter, qui donnent de quoi analyser et parler. Hem Ensuite, après, autre point, intéressant durant cette rencontre, c'est que finalement, au début, Trump, il hurlait à qui voulait l'entendre: «S'il n'y a pas d'accord pour un cessez-le-feu,
je me barre, je me casse, et cetera. Finalement, il y a aucun accord sur un cessez-le-feu. On n'a aucune ligne qui a été pour l'instant dite ouvertement et il était très cordial, avec Poutine et je rajouterai, après j'arrête parce que sinon ça fait un long monologue un petit peu fatigant, c'est que, comment dirais-je? Le, là on va devoir attendre par contre aujourd'hui, parce que là, Trump a été au téléphone avec Zelensky, là, il va y avoir des coups de téléphone avec les capitales européennes, donc on en saura un peu plus dans la journée sur ce qui s'est dit derrière la D'accord. porte close, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations sur est-ce que Le c'est quoi les contenu, deals qui oui. sont proposés? C'est ça. Parce que là, la seule chose qu'on sait, qui a été dite, c'est qu'il n'y a pas de deal et qu'il y a Oui. peut-être une volonté, quoi. Oui, il y a une volonté, en tout cas, ça, c'est ce que Trump et Vladimir Poutine affichent. Vladimir Poutine a eu des propos qui sont juste hallucinants en disant: «Oui, il faut des garanties de sécurité pour l'Ukraine», alors que dans les déclarations qu'il a jusqu'à présent, c'est: «Il ne faut pas d'armée pour l'Ukraine, il ne faut pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, limite, il ne faut pas que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne». Donc tu es là, bah, ça, c'est pas des garanties, c'est contraire à ce que tu dis et il avait redit aussi à un moment: «Vous savez, l'Ukraine et la Russie sont des peuples frères, et on s'entend très bien. Quand tu tabasses ton voisin pendant 3 ans dans une invasion de haute intensité et depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée, c'est parce qu'on pourrait dire le peuple frère». Donc c'était, mais ça lui permettait, lui, de s'afficher, en disant ça, de ce côté. D'accord. Alors, 69 Idia qui dit bonjour, qui dit que la Russie veut refaire l'URSS. Ça fait 10 ans que je regarde les infos russes et j'ai jamais vu ça. Bon, je te laisse Alors répondre. Si si, alors ça va toujours être le grand débat parce que Vladimir Poutine n'a jamais dit ouvertement qu'il voulait refonder l'URSS. Il avait dit que la chute de l'URSS était une catastrophe historique. Mais si vous regardez, les chaînes de télé russes, sur les chaînes de télé russes, là, les mecs, ils hésitent pas à dire les pays baltes, c'est à nous, l'Ukraine, c'est à nous, les Polonais, c'est une erreur de l'histoire, hein, je caricature un petit peu. Donc ils hésitent pas à le dire régulièrement. À dire aussi que la culture ukrainienne n'existe pas, donc une négation de la culture, d'un voisin qui s'est fait tabasser pendant des centaines d'années. Donc déjà, ça affiche un premier indice. Deuxièmement, quand vous voyez, des soldats russes sur le front avec des badges de l'URSS, que vous voyez des tanks russes avec des drapeaux de l'URSS, voilà, que vous avez une remise à la norme de Staline. Staline reconsidéré comme héros de la nation, heu, en Russie. En fait, ça fait tout un tas de de points qui nous montrent que, les mecs, ils sont pas très friendly, ils sont pas pacifistes et vous aviez, heu, c'était un meeting, je me rappelle plus comment il s'appelle, le philosophe d'extrême droite, qui reste assez populaire dans certaines franges du pouvoir russe, qui disait que la Russie est par essence un empire et donc, en tant qu'empire, heu, il faut toujours s'étendre. Et Je me rappelle plus comment il s'appelle. je me Et posais avec la le Lavrov. question, peut-être par rapport à la personnalité de Poutine, ça peut avoir une explication. Poutine, il était au KGB avant ou Oui, après la chute de l'URSS? il y était avant. D'accord. Et Non, mais oui, c'est des Rania choses Horov, importantes à c'est prendre en Dugin, compte, c'est ouais. Dugin, C'est c'est important. Dugin. Euh, c'est important parce que ça explique potentiellement aussi certaines positions qu'il peut avoir vis-à-vis de ça, et une certaine nostalgie qu'il peut avoir ayant été officier du KGB à l'époque. Voilà, C'est il a ça, vu de son point de vue à lui la chute potentielle d'une du Russie régime, du puissante. pouvoir. C'est ça. Et après, là où c'est important, en fait, Vladimir Poutine, il a tout gagné, là, actuellement, dans cette rencontre, parce que finalement, il y a zéro promesse. Et finalement, il est réhabilité. C'est-à-dire que d'un leader paria du monde occidental, pas de tout le reste du monde notamment, eh ben, il est réinvité par la première puissance, l'Amérique. Donc, sur le plan diplomatique, il gagne des points. Et là, à un moment, il a fait une petite blague à Trump en disant: «Bah, si vous voulez, à la prochaine rencontre, on peut la faire à Moscou». Oui, et Trump Et a bien réagi à ça d'ailleurs, j'ai vu. voilà, il a dit: «Oh, ça me vaudra des critiques, mais pourquoi pas, c'est une excellente idée». Et donc en fait, ça le réhabilite politiquement, diplomatiquement, ça casse l'isolement qu'il pouvait avoir auprès d'un grand nombre de pays et c'est du pain béni, en fait, pour lui. C'est du pain béni. Parce que là, donc, au final, on a très peu de choses à dire sur ce qui s'est passé hier.
Alors, sur les points d'accord, on n'a pas grand-chose, mais après sur le reste, sur tout ce qui a structuré la rencontre, on a pas mal. Déjà, comme je disais, les points diplomatiques pour les Russes, le fait qu'il y ait des encartades, au niveau de la presse américaine où c'est Poutine qui parle en premier, le fait que, heu, qu'en fait, heu le, comment dirais-je? Donald Trump a été très cool avec Vladimir Poutine, et on sent qu'il a com et que Poutine a su appuyer là où il fallait. Par exemple, c'est Donald Trump qui le disait, Vladimir Poutine m'a expressément dit que: «Oui, en effet, si j'avais été au pouvoir, la guerre n'aurait jamais eu lieu, que c'est la guerre de Joe Biden, pas la mienne», il a compris la chose. Il a On rappelé rappelle que la aussi guerre en que Ukraine a commencé en 2014, au exactement. passage. Mais voilà, c'est ce que Donald Trump a répété à la télé américaine après la rencontre. Ensuite, il a dit, des trucs du genre: «Oui, en effet, notre système de vote, il est pas bon». C'est ce que Vladimir Poutine m'a dit, que normalement le vote à distance, le vote électronique, c'est une mesure très démocratique et donc en fait, Vladimir Poutine, il sous-entendait qu'on m'a bien volé l'élection quand Joe Biden a gagné, l'élection, et cetera et cetera. Donc en fait, En fait, on moi, voit qu'il y a quand même ça me voilà, surprend quand même que dans le fond, il dit c'est la guerre de Biden et qu'il tape pas sur la personne qu'il adore taper, Obama. Parce qu'au début, en 2014, c'était encore Obama. Euh, oui, il bah, adore ça lui tellement arrive, hein, taper de temps en temps. dessus que bon. Bah, il le tape régulièrement, Obama, il le tape pour l'affaire Epstein, Oui. actuellement. Donc en disant que c'est lui. Mais en fait, voilà, c'est un petit peu tous ces petits points qui sont assez hallucinants et qui font que pour l'instant, bah, nous les Européens, on est en situation, on est en attentif. On ne sait pas à quelle sauce on va être dévoré. Les Ukrainiens ne savent pas à quelle sauce ils vont être dévorés. Bon là, ils ont eu le coup de fil et on a vraiment un rapprochement Russie, Amérique. On a une Amérique avec Donald Trump qui embrasse totalement le narratif de Moscou et Moscou qui sait appuyer sur les narratifs qui font plaisir à Donald Trump et ça, c'est assez inquiétant pour nous. Alors, je sais pas si tu vas réussir à entendre la vidéo. Je vais te passer un audio Mmh. de ce que disent des députés français. Oui, Ça a fait un tollé hier, on a vu ça juste avant. Le député Aurélien Taché. Euh, qui a dit que voilà. c'était l'Ukraine qui était, la Voilà. brière? Alors, je sais pas si tu vas l'entendre. Tu me dis si tu entends ou pas. Alors, attends. Est Oui, j'ai complètement vu le gelé. tweet, oui. Donc l'homme de la paix, l'homme de la guerre est rarement l'homme. T'entends rien, j'imagine? Alors là, j'entends rien, mais Alors, comment je peux faire passer ça? Partager ou sinon peut-être l'écran. ouais, est-ce que tu peux au pire me Tac. faire disparaître peut-être pour mettre le Non, ben, l'idée, c'est que toi, tu puisses le voir aussi. Donc là, juste... Ah, parfait. Donc là, je vais pouvoir mettre ça comme ça brièvement. Voilà. OK. Afficher l'écran quand même. Là, normalement, tu devrais entendre la vidéo, j'imagine. Ah On oui, va écouter, ça dure 1 minute 30. on va écouter. Et Aurélien Taché, si jamais on se dirigeait Tu entends le son, du coup? Alors attends, appuie. vers un cessez-le-feu avec une cession des territoires déjà occupés Non, là j'ai pas par la le Russie. Ah, faut je peut-être... n'ai pas le son. Ok. Alors, je sais pas comment on fait, du coup, mais bon. Donc, bon, du coup, on va résumer. Tant pis. Comme ça, j'annule. Arrêtez la présentation. Désolé, j'ai tenté quelque chose, Il y a ça pas n'a pas il y a pas marché. de souci. Donc, C'est il y a pas de souci. le député LFI qui dit en Ukraine, syndicats et partis d'opposition sont interdits, les élections suspendues et une loi visant les lanceurs d'alerte anticorruption a été contestée. L'homme de la guerre, c'est rarement celui de la paix. Zelensky doit songer à partir pour qu'un accord soit trouvé. Quand il y a des Alors, députés qui disent ça, est-ce que il est exagéré de dire que c'est le langage de la propagande russe, ce genre de propos? moi si on veut être un peu grossier, je dirais que oui. Mais je pense que c'est soit en fait, il y a 2 possibilités, soit c'est vraiment, une adhésion au narratif russe ou une admiration de l'histoire russe, qui est mal avisée, heu, soit, une inculture assez crasse, sur le sujet et j'invite cette personne à mieux se documenter sur la situation. Parce que alors les partis d'opposition ne sont pas interdits, les partis qui ont été interdits sont les partis qui avaient des liens avec la Russie. Si, je dis n'importe quoi, l'Allemagne nous attaque, des partis qui seraient pro-germaniques,
ils sont dégagés, c'est la base, c'est normal parce que ça devient l'ennemi intérieur. S'il n'y a pas d'élection, c'est assez simple. C'est parce que, quand on vous bombarde quotidiennement, vous ne pouvez pas mettre en place d'élection. On va pas mettre des gens dans des bureaux de vote en sachant que Vladimir Poutine bombarde des immeubles de civils, bombarde des fois des écoles, bombarde des hôpitaux. On ne fait pas ça en situation de guerre. Donc, s'il n'y a pas d'élection en Ukraine, c'est parce que, le Kremlin a envahi massivement le territoire. Après, par contre, voilà, c'est la loi martiale, exactement comme tout pays en guerre, la loi martiale est appliquée. Donc voilà, et je vais faire une petite digression, c'est un peu comme les critiques qu'on fait et pourtant, je ne suis pas du tout fan des juntes militaires en Afrique subsaharienne, mais le Mali, par exemple, là, ils peuvent pas mettre d'élection parce que, ben, il y a des attaques terroristes quasiment quotidiennement. On va pas amener des gens à voter si on sait qu'il y a des groupes armés qui risquent de vous tirer dessus. Ce n'est pas Oui, bien sûr. tenable. Hem Et enfin, le côté sur, le truc anticorruption, ça a été un véritable tollé et c'est vrai. C'est qu'il y avait 2 structures de lutte contre la corruption financées notamment par l'Union européenne, hem, qui ont été, mis, on va dire, en arrêt et ensuite sous tutelle du pouvoir. Le pouvoir ukrainien disait: «Mais attendez, en fait, si on l'a mis en sous tutelle, c'est parce qu'en fait, on a découvert qu'il y avait des liens avec la Russie et que cette structure peut mettre sous écoute des gens». Donc ça, c'est la version, officielle. Les autres disent: «Mais attendez, mais c'est pas grave, on laisse les structures anticorruption» et finalement, il y a un deal qui a été fait. On remet en place ces structures de lutte anticorruption, mais avec des moyens de contrôle pour vérifier que ces gens ne travaillent pas avec la Russie ou ne balancent pas des informations aux Russes. Et en fait, ça a été un moment assez catastrophique pour l'Ukraine en termes de communication, en termes d'action, mais sur tout le reste, à un moment, il faut peut-être arrêter, 30 secondes d'agiter une culture, assez terrifiante. Oui, mais c'est surtout que pour le coup, au moins vis-à-vis de la Russie, les contestations, elles ont le droit d'avoir lieu. Hein. C'est ça, Voilà. c'est Les ça. contestations dans Et la rue, elles sont. Bah, les gens, ils ont le et droit de et contester dans la rue. exactement et Enfin, les en gens soi, non, ont manifesté en plus. sous la loi martiale, techniquement, ils peuvent pas. Ils n'ont pas le Mais droit. il y a une tolérance au moins. Voilà, ça Voilà, montre qu'il y a quand même une volonté. c'est ça, sous loi martiale, on ne fait pas de manifestation, mais quand il y a eu cette affaire sur les structures anticorruption, les Ukrainiens sont sortis massivement dans la rue pour dire leur mécontentement et le pouvoir n'a pas répliqué. Il a compris qu'il marchait sur des œufs et il a rétropédalé sur le dossier. Heu, En Russie, si vous êtes un opposant politique, vous avez plus de chances de tomber de l'escalier, de tomber par la fenêtre, ce genre de choses. Donc à un moment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, quand bien même l'Ukraine a des problèmes et c'est un fait de corruption. Et du coup, on en a parlé aussi ce matin. C'était peut-être un sujet qui pouvait avoir un poids, mais qui au final s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied. C'était la percée des forces armées russes à Pokrovsk, Oui. où on a appris hier soir que, d'après Cyril Amourski et plein d'autres reporters sur place, comme quoi ils auraient été interrompus. Voilà, Oui, il y aurait eu la la fourchette a été coupée, comme on dit. la en fait, ce qui s'est passé, c'est en fait, c'est tr je vais simplifier au maximum. Vous avez je ne sais pas combien de centaines de kilomètres de front. Vous n'avez pas un soldat tous les mètres, hein. Il Oui, n'y a bien pas un sûr. soldat aligné chaque mètre. C'est des groupes par-ci, par-là, d'unités de défense et ça se teste et en fait, les Russes ont progressé dans la nuit avec des tenues un peu camouflage, tout le tintouin, sont allés loin derrière et ont commencé à taper derrière. C'était des groupes, on va dire un peu des groupes commandos pour simplifier. Donc ça a créé la panique. Côté ukrainien, les Ukrainiens ont renvoyé massivement des renforts, notamment les troupes, Azov et là, ça semble être à peu près colmaté. Mais ça nous montre par contre une problématique dans les lignes ukrainiennes, c'est que vous avez une première ligne de défense, mais où est la deuxième ligne de défense, voire la troisième ligne de défense? On a normalement toujours une ligne, 2 lignes, voire 3 lignes. Comme ça, si on a une qui pète, s'il y a un endroit où ça pète, la deuxième ligne arrive en renfort pour colmater en urgence, la situation. Mais ça s'explique parce que des centaines de kilomètres de zone de combat et il n'y a pas un soldat tous les mètres. Est-ce que c'est pas aussi parce que les premières lignes ont déjà été percées aussi Bah, depuis le il y a temps? aussi Avec une les personne. avancées petites mais longues, est-ce qu'on peut pas dire que c'est parce que ces avancées ont déjà été percées à certains endroits? C'est ce qu'ils testent, en fait. Ils testent à chaque fois de faire des petites percées à droite, à gauche. Ils testent le mouvement, les réactions. Donc oui, ça a percé et là, c'est en train de refluer. On verra, on fait attention, ça peut s'aggraver comme se stabiliser. Là, heu,
on doit faire attention. Et tout à l'heure, tu parlais des avions de chasse qui avaient survolé la base militaire. Mhm. Si je me suis pas trompé, quand j'ai regardé les infos, on avait appris que les sous-marins nucléaires, certains sous-marins nucléaires russes et sous-marins de lancement russes, s'étaient rapprochés en restant dans les eaux russes, mais du côté de l'Alaska pour faire un peu aussi démonstration de force. Je sais pas si tu avais vu passer cette info-là, mais Oui, voilà, pour faire un peu démonstration de force, parce qu'ils se doutaient sûrement que du côté américain, ils allaient faire la même chose chez eux. oui, alors en fait, ça c'est des effets d'annonce. Il y a un côté un peu pathétique dans la C'est chose montrer parce les que si vous muscles. connaissez, c'est montrer les muscles, mais au sens où quand Donald Trump a dit oui, on met nos sous-marins nucléaires en alerte pour taper la Russie au besoin. En fait, la Russie est déjà à portée de missiles nucléaires Oui. des USA et les USA sont déjà à portée de missiles nucléaires de la Russie. C'est juste On agiter rappelle qu'il deux y a trois que 10 kilos, sous-marins pour il y a à peine quelques kilomètres, enfin quelques mètres, quelques centaines de mètres, je crois, qui séparent les deux îles les plus proches. donc heu, donc voilà, mais c'est en fait, c'est juste de la rhétorique, mais ça changeait rien, en fait, parce que déjà les 2 pays sont à portée de frappe nucléaire. Donc c'est juste de la rhétorique, et montrer des muscles pour les gens qui savent pas. C'est comme quand Vladimir Poutine dit: «Attention, nous allons mettre nos forces nucléaires en alerte pour nous faire peur, nous Européens». Les défenses, la défense nucléaire française, elle fait pas de pause de midi à 14 heures pour la pause repas, ni de 16 Oui. à 17 pour le goûter, et cetera. C'est des forces qui sont en alerte 24 heures sur 24. C'est juste du déclaratif pour ceux qui ne connaissent pas le sujet et pour faire peur. Et non, alors je disais quelques centaines de mètres, non, c'est un peu plus. Les îles Diomède, c'est qui séparent États-Unis et Russie, il y a à peine 4 kilomètres qui les séparent. Et tu sais Oui, pourquoi je me rappelle de ces îles-là? Parce que la particularité, c'est qu'il y a 4 kilomètres, mais il y a 21 heures d'écart. c'est assez rigolo et je me rappelle qu'à une époque, je ne sais pas si tu peux le faire, mais tu pouvais utiliser Google Maps et mettre le petit bonhomme Oui. sur les 2 îles. Tu Ah. avais des images assez fun. Et ouais, et en fait, t'as 4 kilomètres d'écart, mais 21 heures d'écart surtout. Et c'est pour ça, moi, que ça m'avait marqué, que je me rappelle de cette anecdote à la con, parce que voilà, c'est Ça assez marque, ça particulier, marque. ouais. Et donc là, qu'est-ce qui est à venir? Tu Et disais les réactions des Européens. Est-ce qu'il y a là, des rencontres qui ont déjà été annoncées avec Zelensky? Est-ce qu'il y a quoi? alors normalement, c'est ce que Donald Trump a dit, il aimerait une nouvelle rencontre avec Zelensky, Vladimir Poutine et lui-même. Nous, les Européens, on est toujours hors piste, on est hors jeu. Alors que, ça je tiens à le rappeler, depuis peu, les Européens, si on met toute l'aide cumulée financière, militaire et On est tout le devant, tintouin, ouais. on a, on a dépassé l'aide américaine. Mais on n'a pas voix au chapitre. On pèse pas assez, on est trop divisé, etc. Donc c'est assez pathétique et assez triste pour nous. On va attendre déjà ce que va dire Zelensky, parce que là, Trump a appelé Zelensky. Maintenant, ça va appeler les capitales européennes. Donc nous, on va commencer à se regrouper, à discuter, et cetera. Mais pour l'instant, il y a rien d'acté, sur l'évolution de la situation, ça n'avance pas le dossier. La seule chose qu'on peut voir, c'est victoire diplomatique pour Poutine, Donald Trump qui reprend totalement le narratif de la Russie. Donald Trump, quand il rencontre Zelensky, il lui marche dessus, les 2 pieds joints. Quand il rencontre Vladimir Poutine la première fois, c'est: «On est les meilleurs amis du monde». Donc Mais, ce qui est mauvais signe pour nous. mais là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Trump a autant intérêt à essayer de normaliser la relation avec Poutine. Alors là, il y a beaucoup de théories. Il y en a une grande qui s'appelle le prix Nobel de la paix, je sais. Voilà, il veut son prix Euh, Nobel de la paix. Donc anecdote rigolote, je ne sais pas si tu l'avais vu, Hillary Clinton avait dit: «Bah, on donnera le je soutiendrai Donald Trump pour qu'il ait son prix Nobel de la paix, s'il arrive à faire un cessez-le-feu sans que les Ukrainiens cèdent, cèdent de territoire». Hein, ils essayent d'agiter un petit peu ce hocher pour lui. Donc il y a cet aspect-là, il y a cet aspect, lui, il veut faire du business, eh ben oui. avec les Russes, il y a du business à faire. Il va mettre des Trump Il Tower à Moscou. S Voilà. Il y a aussi le côté, quand dans ses répliques, on sent quand même une admiration pour certains régimes autoritaires actuels ou passés, heu, donc ça lui parle peut-être un peu, ce côté-là. Et après il y a la théorie, c'est un agent russe, mais ça on n'a aucune preuve là-dessus que Poutine a des trucs sur lui, et cetera. Mais actuellement, c'est plus des théories parce qu'on n'a aucune preuve matérielle, de la chose, quand bien même on sait que voilà, il y a eu des liens historiques entre Donald Trump et la Russie. Mais après c'est de la théorie vu qu'on n'a
pas de, comment dirais-je, de fait matériel. D'accord. Parce que oui, sur le côté obsession du prix Nobel, c'est quand même quelque chose assez impressionnant, hein. C'est-à-dire que limite, on a l'impression qu'après chaque petit conflit ou début de conflit, il va demander aux belligérants de le recommander pour le prix Nobel. Enfin, moi, j'ai l'exemple en tête du conflit qui a eu très vite qui a duré très peu de temps entre Inde et Pakistan, Oui, où il est arrivé, le Pakistan a dit il faut lui donner le prix Nobel. La guerre de oui, 12 jours, je crois que c'est 12 jours ou à 9 peu près, jours. oui. Irak, non, Iran, Israël, où à la fin, t'as Mm, Netanyahou qui lui dit faut lui donner le prix Nobel à lui. Il y mhm, a le conflit Cambodge, Thaïlande, si je me trompe pas. c'est ça. Je crois pas qu'ils aient dit qu'il fallait le prix Nobel, Si, mais si, ils ont dit aussi. si, Ben ils l'ont dit voilà. aussi. Il y Euh, a RDC contre M23. Je crois que c'est. M23 donc contre le Rwanda. Donc RDC Rwanda, pareil. Il est venu, il a dit. Azerbaïdjan-Arménie. Oui. Là, il y avait eu un truc en Serbie, je crois aussi. Non, 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 il y a eu des accrochages, mais il n'y a eu aucun conflit. Ouais, Ils non, ont mais je veux inventé dire, il une est guerre qui n'a pas intervenu pour existé. vouloir voilà, se dire qu'il y avait quelque chose. Enfin, Mais il n'y a rien. il est en train d'essayer de se. Et là, j'imagine qu'il essaie de faire pareil avec l'Ukraine et la Russie. Pour qu'à la fin, on C'est lui ça. dise bon, ben là, le prix Nobel, voilà. Mais Parce que en fait, certains s'amusent à dire Obama a eu le prix Nobel de la paix en faisant la guerre, et lui, il se dit moi, je ferai la paix pour avoir le prix Nobel de la paix. Il a une c'est obsession oui, d'Obama, c'est assez impressionnant. bah, à chaque fois en fait, à chaque fois que ça va, c'est grâce à lui. À chaque fois que ça va pas, c'est à cause de Joe Biden ou d'Obama. Oui. Hein, Et c'est Crystal toujours qui la même demande, chose. et pour Gaza, il a fait quoi? Bah, il veut faire une station balnéaire. Oui, il veut faire une station Voilà. balnéaire, feu vert pour raser le truc, donc il y aura rien et je reviens sur Gaza 2 petites secondes. Les occidentaux sont hypocrites sur le dossier, les pays du monde arabe sont aussi Aussi. extrêmement hypocrites sur le dossier de Gaza. Tout le monde personne veut mettre son nez dedans, hein, disons-le. Personne ne va mettre son nez dedans, pour des raisons des fois différentes, mais voilà. Mais oui, pour revenir sur Trump, c'est vraiment son hocher et en fait, c'est là où c'est terrible, c'est qu'en fait, on n'en est plus à de la géopolitique, pragmatique, de puissance, de rapport de force. On est vraiment sur de la géopolitique de la flatterie, là. Il faut flatter son seigneur Ouais. et c'est terrifiant en un sens parce que les intérêts des nations, c'est pas uniquement de la flatterie. Ça joue, bien entendu, mais heu, si c'est ça le levier de la géopolitique, il y a de quoi s'inquiéter et c'est pour ça qu'à un moment, certains avaient critiqué le boss de l'OTAN, je me rappelle plus son nom là, qui avait fait un SMS, un message Oui, je me rappelle, ouais. à Donald Trump et ensuite Donald Trump l'avait publié et les gens étaient là: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'agenouille devant Trump, blablabla». Ouais, mais en fait, c'est la carte qu'il faut jouer avec lui, même si des fois c'est pathétique, même si des fois c'est avilissant, c'est le levier, en fait. Voilà, Stoltenberg, oh, je vais arriver avec son nom, Stoltenberg. Stoltenberg, ouais. Mais non, bah, c'est vrai que là, on est dans une situation où on se rend compte qu'on a. Et c'est une question que je vais poser tout à l'heure à l'interview à 10 h sur les Mmh. droits humains, parce qu'on a des régimes de plus en plus euh, autoritaires et des personnalités aussi Oui. qui ont cette nostalgie de pouvoir autoritaire, d'absence de contestation, en fait, aussi, peut-être. C'est ça, on arrive de nouveau sur l'ère des bots, comme je dis, hein, le bruit des bots s'amplifie de plus en plus, donc ça peut être inquiétant et c'était l'indice démocratique, il est en train de chuter dans le monde. C'est-à-dire que les régimes autoritaires deviennent de plus en plus autoritaires et les régimes démocratiques un peu moins démocratiques, donc il y a de quoi s'inquiéter. Oui, Rien n'est jamais acquis c'est et il clair. faut se battre pour les protéger. Ça on oublie, les dividendes de la paix ont fait qu'on pensait que la paix était la norme, c'est faux. Et en soi, je me rends compte qu'on n'a pas grand-chose de particulier de plus à dire, hein, sur le sujet Mmh. russo-ukrainien, je sais pas. Alors, en fait, ce qui est intéressant sur Russo-Ukraine, c'est vraiment, ouais, déjà tout ce qu'on a dit. C'est vraiment, en fait, le côté que Vladimir Poutine, lui, gagne des points, que Donald Trump rétropédale sur plein de choses, qu'on n'a pas beaucoup d'informations et que même du côté républicain, heu, ou en tout cas des chaînes d'information républicaines, les gens étaient pas super heureux, c'était pas super safe, et ça regardait la situation avec un certain embarras. Quand Fox News, qui pourtant est réputé pour faire le service après-vente de Trump, commence à dire: «C'est quoi cette histoire? C'était vraiment chelou, ce qui s'est passé». Ça montre
une certaine inquiétude. Ouais. Et par contre, là où c'est intéressant aussi et inquiétant pour nous, c'était l'un des moves qui était très possible de la part de Vladimir Poutine, que qui était envisagé et qui se fait. C'est en fait, Vladimir Poutine, son objectif, c'était de désancrer, les US de l'Europe, en fait, et donc d'enlever la solidarité, qu'il pouvait y avoir, Et de couper qui le lien était Chine-Russie malmenée. aussi. Voilà, de couper les liens, et bon, Trump commençait à saboter les relations avec l'Europe, en nous rackettant continuellement, et là, ça parachève ce divorce. En tout cas, ça l'amorce plutôt bien, et donc ça, en fait, il faut vraiment à un moment que nous, les Européens, on comprenne que, ben, notre destin, il doit pas être notre destin politique, notre destin sécuritaire ne doit, heu, ne doit pas, dépendre du vote d'un électeur américain au fin fond du Mississippi, quoi. C'est à un moment, faut qu'on arrive à être indépendant sur le plan géopolitique et militaire. Ok, oui, je vois. Et ouais, c'est vrai que là, pour le coup, il y a un peu d'inquiétude à avoir là-dessus, c'est clair. Parce Oui, que on se dit que là, on a un président américain qui est là depuis il y a même pas un an. oui. Ah là, ça fait pas un an. Ça fait pas un an, hein, il est Et arrivé il est arrivé qu'en officiellement au pouvoir janvier. en janvier. C'est ça. Ça fait Donc 8 mois. ça fait 8 mois. Et 8 encore mois et non, beaucoup parce de que boulot. c'était le 21 janvier, ça fait même pas encore 8 mois, officiellement. C'est ça, ça va être long. Ça va être très, Voilà. très long. Bon, après, il y a On les va élections voir de de quoi il mi-mandat. Il y a les élections de on va mi-mandat, voir. mais ça se trouve, on a vu les petits jeux de magouille potentiels au Texas avec les grands électeurs, avec les représentants de la Chambre des Le découpage, représentants ou autre, le découpage qui change et qui fait que les démocrates peuvent perdre 5 sièges. c'est ça. Voilà. Et que 5 sièges à la Chambre des représentants, bah, ça change tout. Voilà. C'est ça. On a un redécoupage électoral pour, se protéger, d'une Bah, victoire des démocrates, à mi-terme. avec 5 sièges, il garde la Chambre des représentants. Ça lui fait Ça une peut se marge faire, hein. tellement considérable que. Donc, heu, donc voilà, donc c'est extrêmement inquiétant. Moi, ce que je trouve le plus inquiétant aussi dans cette situation d'un point de vue global, c'est qu'il y en a certains en Europe qui applaudissent des 2 mains en disant: «C'est génial, quel homme fort» et cetera. Alors qu'on peut voir que quand ils rencontrent Zelensky, ben, oui, un type qui se fait bombarder tous les jours, et ben, là, il l'écrase du pied, et quand il rencontre Vladimir Poutine, il y a rien. Enfin, il est Oui, fort avec les faibles, faible avec les forts, heu c'est tellement et en plus plus, il facile. essaye de nous marcher dessus. C'est beaucoup plus facile en même temps d'être dans cette logique de fort avec les faibles, faible avec les forts. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qu'on Oui, voit avec tout, malheureusement, hein. En c'est France, ça, en c'est politique nationale, on a la même logique. C'est ça, et aussi un autre truc, et là je Oui. digresse un petit peu, chose qui est intéressante Ah, aussi attends, d'un point Little de vue Viewer qui me dit que c'était la Chambre des représentants, pas le la fédéral. Chambre des Ok. représentants, pardon. Il me Je semblait que la c'était le découpage des représentants de la Chambre des représentants fédérale, pas texane, mais alors merci pour la correction. Enfin, ça me donne quand même j'ai une un idée de léger la doute logique. là-dessus. Ça Il y a donne, une logique, il y a toujours une j'ai un logique doute qui demeure là-dessus. quand même. C'est ça, donc merci à ces viewers avisés, qui arrivent à nous corriger. Little Viewer qui fait, il me semble aussi de la Little vue, viewer, ouais, qui fait oui, de la little viewer de qui l'information sur X, si je me trompe pas. c'est ça, il m'aide dans la modération et il anime la chaîne Telegram, Ouais, Le le Phare, phare, et oui. il est un des membres de la chaîne Le Phare. Il revient alors, j'arrête, on peut partir très loin. Avec Donald Trump aussi, il y a une culte enfin, il y a un truc aussi qui est dangereux avec lui, mais là on digresse totalement du sujet de base. C'est que là, avec les déportations de masse qu'il fait là, de migrants, alors des fois c'est des Américains qui ont leurs papiers, hein, qui sont dégagés, c'est pas grave, Ouais. c'est pas un problème, qu'il y a pas de procédure judiciaire. La Maison Blanche tourne ça en mème, en fait, tout le temps en mème rigolo et cetera, machin, et en fait, c'est une stratégie pour rendre des choses acceptables et rigolotes qui ne l'étaient pas forcément il y a encore quelques années, et ça, c'est inquiétant. En fait, cette politique du mème réalisée par la Maison Blanche elle-même, parce qu'en fait, c'est la fenêtre d'Overton. On rend des choses qui étaient hier inacceptables, totalement acceptables parce que ça pourrait être pire. Et tu sais quoi? En vrai, je vais te poser une question Mmh, pour que tu poses une question. Donc, juste et après, je reçois du coup la présidente d'Amnesty International sur les droits humains dans le monde en 2025. Si tu avais une question à lui poser, toi, ça serait quoi? mon Dieu, je vais être une horrible personne, dans la question parce que c'est super intéressant, c'est, est-ce qu'elle a l'impression de vider l'océan avec une cuillère? Tellement en fait la situation se dégrade et qu'on n'a pas les moyens, et que les financements pour ce genre de structure, j'imagine, ne sont pas au beau fixe, actuellement.
Alors, je vais la mettre la question. N'avez-vous pas. Voilà, Ah, elle est dure, mais elle est tellement réelle. elle est N'avez-vous. c'est ça en fait, je suis horrible dans mes propos parce que je sais qu'ils font un travail formidable et qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais est-ce que des fois, en fait, tu pas envie enfin, ouais, tu te dis: «Ça va vraiment mal». Est-ce que voilà, enfin, est-ce que ce que je fais arrive à changer la donne? Alors peut-être à un certain niveau, bien entendu, oui, mais est-ce que c'est suffisant? C'est vraiment Ouais. l'idée. Ouais, non, mais je l'aime bien la question parce qu'elle est dure, mais elle est aussi totalement réaliste. Euh, Parce que, ouais, c'est clair que malheureusement, les ONG, on rappelle, les ONG comme les associations, comme les fondations, si elles sont là, c'est parce qu'il y a des lacunes dans les États. C'est ça, Voilà, parce que, on rappelle, si une ONG, une association, une fondation existe, c'est parce que soit l'État ne fait pas le travail, mmh, soit c'est pas un sujet sur lequel l'État peut se saisir. Par mmh, exemple, du travail de recherche ou autre, mais par exemple, voilà, des ONG qui sont là pour donner de la nourriture, pour donner des oui, soins, pour le bien-être animal, pour le bien-être des individus, etc. Quand je parle pas de forme de lobbying, mais vraiment dans l'action pure et dure. Comme les Restos c'est du Cœur aussi, bien sûr, exactement. voilà. C'est parce que, bah, en fait, c'est l'État qui fait pas le job. Voilà. Et c'est pas le cas qu'en France, hein, c'est mondial, hein. C'est mondial. Après, c'est quelle est la vision que l'on a de l'État? Est-ce que c'est l'État-providence ou est-ce que c'est l'État régalien, C'est pur et ça. dur et le reste, ils s'en occupent pas? Ça, c'est des choix de société, c'est des choix de vote. Ouais. Bah écoute, Bon, est-ce que t'as. Enfin, là, je pense que du coup, bah, en vrai, on va peut-être aller vers la conclusion. Si tu as quelque mmh chose à noter, à souligner en particulier. Hem, ce que je vais souligner, sur la chose, en fait, c'est qu'au-delà de la réunion Trump-Poutine, en fait, ce que toute la situation nous montre, c'est vraiment et ça, faut vraiment qu'on en prenne conscience, c'est que les Européens sont dans une situation d'impuissance. En fait, on n'arrive pas à peser, on n'arrive pas à être un acteur, qui est viable parce qu'on est divisé, parce qu'on n'est jamais d'accord et cetera et donc ce qui fait que dans un monde qui devient de plus en plus violent, dans un monde où il y a le réveil des empires et ben, nous, à un moment, va falloir peut-être se serrer les coudes à un moment, arriver à peser parce que là, sur une guerre qui est aux portes de l'Europe, qui est sur le continent européen et ben, on n'est même pas invité à la table des discussions à l'heure actuelle, ce qui est dramatique. Donc Catastrophique. c'est catastrophique. L'architecture sécuritaire de l'Europe se fera sans nous et on va en payer les conséquences et ça va nous coûter très cher. Eh ben, merci pour cette conclusion pleine d'espoir, Yann. Toujours là pour remonter le Toujours, moral, toujours. sans aucun toujours. Bon, bah, je te remercie beaucoup. J'espère que je t'ai pas fait te lever trop tôt non plus pour un Non, non, week-end. Je non, rappelle, non, c'est bon. n'hésitez pas à aller follow Yann sur Twitter comme sur Twitch, pardon, j'allais dire Twitch, YouTube, oui. comme sur YouTube aussi d'ailleurs. Et TikTok, je crois que j'ai vu que tu t'es mis à TikTok. Oui, je Euh, tente un nouveau format, sur TikTok. c'est pas facile, hein. C'est compliqué, bah, j'essaie de faire vraiment un format, Pédagogue. heu, pédagogue d'1 minute. C'est violent, l'algorithme est difficile, hein, donc je tente un peu Ouais, je différentes sais. stratégies. Ok. Je Bah, en tâte. tout cas, je te remercie, Yann, pour ta présence ce matin. Merci Hem, pour être venu analyser ce sommet alors qu'il vient à peine d'avoir lieu. mais de rien Et je te et souhaite un excellent week-end. Et merci. je te dis peut-être à cet après-midi. J'ai vu que tu streamais, je crois, aujourd'hui aussi. Oui, je stream à 13h. Je vais, parler justement de ce Ah sommet. On va bah, regarder pas mal de vidéos, de rencontres, pour redécrypter un peu plus le la chose, et ensuite, selon, je partirai aussi sur d'autres thématiques. Donc voilà, moi, ça a été en tout cas un grand plaisir que de revenir encore, sur ta chaîne. Ça me fait méga plaisir. Maintenant, je commence à reconnaître pas mal de noms, j'ai l'impression que les gens sont contents de me voir, donc bah bien sûr, oui. ça fait plaisir et je te souhaite une bonne journée, un bon courage et encore bravo pour Merci. les invités que tu as réussi à avoir pour cette journée. Ben, merci beaucoup, Yann. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao. Également, à bientôt. Bonne journée, Bonne ciao. journée.